Je crois que la lecture intervient à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire que Augustin est à l'hôpital, il va bien, mais il est en observation. Il a rencontré, en dehors du commissaire Terletti, donc, qui mène l'enquête, il a rencontré la juge Poitrenaud, la juge d'instruction, qui est un personnage assez haut en couleur, parce que je dirais, elle est très belge, ce personnage, même si Florence Foresti pourrait très bien la jouer, ou Catherine Fro. Catherine Fro serait formidable dans le rôle. C'est-à-dire qu'elle dit des choses totalement sublimes, et puis tout d'un coup, quelque chose de totalement trivial, et puis tout d'un coup, elle va parler des bonbons à la violette qui lui donnent la diarrhée, et puis elle va reprendre son enquête en se demandant si c'est... Bon, c'est donc un personnage complètement surprenant, cocasse, et qui crée tout de suite une relation avec Augustin. Je crois qu'avec tout ça, tu peux lire ? À vous, David Sardou. Merci. Merci. Au cœur de l'étage, un espace commun en forme de square, encadré de palmiers en plastique, offrait des sièges de Sky et permettait de consommer gratuitement la télévision. En dessous de l'écran, un vieillard tassé sur une chaise se cassait le cou à le fixer. Une brochette d'infirmière garnissait la banquette. Une femme assise près du distributeur de boissons tricotait une chaussette de bébé en laine bleue. Par contagion, je m'y suis installé et j'ai assisté à la messe médiatique durant quelques minutes. La communauté musulmane sous le choc, a claironné le journaliste. La caméra circulait dans les rues de Charleroi, où des femmes voilées exprimaient leur consternation avec gravité. Elle rappelait qu'un fidèle ne se conduisait pas comme Ossid Badawi. Certaines sont si émues que les mots leur manquent pour qualifier l'inqualifiable, a ajouté le chroniqueur avant de s'effacer devant Kalsoum, hagarde derrière l'étal d'un épicier. L'objectif s'est attardé sur sa figure, bouche pâteuse, cornée rougeoyante, elle fixait la caméra avec un regard de poule effarée. Pressée, furtive aux questions du journaliste, elle répondait par des borborigmes. Pour quiconque ignorait qu'elle cuvait ses bières, Kalsoum incarnait la détresse qui affectait le petit peuple musulman. Je restais scotché à l'écran. Attendu qu'aucun groupe terroriste n'avait encore revendiqué l'attentat, les hypothèses se multipliaient. Une liste d'éventuels responsables revenait en boucle, enfantant d'infinis commentaires. Insidieusement, le compte-rendu des faits se transformait en roman des possibles. Faute de renseignements suffisants, les médias ne racontaient pas le monde tel qu'il était, mais le monde tel qu'il pourrait être. En tout cas, tel qu'eux pouvaient le raconter. Une réalité virtuelle remplaçait la concrète. Au Charleroi que je connaissais, ils substituaient un Charleroi repensé, redessiné, reconstruit par leur méfiance. Une Babel violente, plateforme du djihadisme, un réseau quadrillé par le petit et le grand banditisme qui amenait des paumés à la radicalisation. Au fur et à mesure, y compris dans les images, le clandestin l'emportait sur le visible, l'illégitime sur l'officiel, le crasseux sur le propre. Charleroi devenait un agrégat de squats et d'édifices déglingués, un chaos de hangars tagués ou de caves recelant des armes, dépourvus de mairies, d'écoles, de lycées, hérissés de zones où la police ne pénétrait plus. Au cours de cette évocation paranoïaque, je fus surpris d'apercevoir au détour d'une séquence des enfants normaux sortir d'une maternelle coquette sur un trottoir lavé où patientaient des parents ordinaires. Les heures se fondaient les unes dans les autres. Flash, communiqué, survol, brève, sondage, réaction à chaud. La chaîne d'actualité avait vidé mon cerveau, l'aménageant en pure chambre d'écho. J'adhérais au solennel récit que répandait l'écran, un récit qui gagnait en poids d'être rabâché d'édition en édition, remâché par des experts, entériné par des chefs. Je ne raisonnais plus par moi-même, je sentais ce qu'on me donnait à sentir. Les journalistes tranchaient. « On n'est plus en sécurité », grogna la tricoteuse. « Vaudrait mieux déménager », soupira une des infirmières. Un reportage s'aventura dans l'immeuble où avait vécu Hossein Badawi. Les voisins certifiaient qu'ils croisaient un garçon calme, serviable, correct. Jamais on se serait douté. C'est tranquille ici. Il n'y a que des gens bien.
Sa mère apparut pour crier d'une voix mouillée que la police se trompait en incriminant son fils. C'était un bon garçon, un très très bon garçon, qui adorait sa famille. Ce n'est pas possible. Une voix grommela derrière moi. Tu parles. Un bambin qui se fait renvoyer 6 fois de l'école, qui chipe, qui flingue, qui deal, que la police ramasse à 11 ans et qui se remplit un mignon casier judiciaire entre 18 et 22 ans. Il a déjà effectué des mois de prison, l'Angelot. Moi, Madame Badawi, j'appelle ça un vaurien. Je pivotais et je découvris la juge Poitrenaud appuyée contre un mur. Un gentil garçon, glapit la mère en pleurant. Le juge adressa un regard noir à l'écran. Encore ? Multirécidiviste ? Comme son rejeton, une mère qui idolâtre un fils qui ne lui a jamais obéi. Je ne partage pas sa conception du savoir-vivre. Qu'est-ce que ça signifie, gentil ? Il ne la frappait pas à coups de latte ? Elle avait haussé le ton sur ses derniers mots. Tous les visages se sont tournés vers elle. Elle a râlé pour s'excuser. Bon, d'accord. Je m'énerve. Soulagée, les visages se sont recollés à l'écran. Elle m'a tapoté l'épaule. Je suis venu te parler, Augustin. Si nous allions dans ta chambre. J'ai accepté et l'ai suivi. Attends une seconde, j'attrape un coca, j'ai rien avalé depuis ce matin. Elle glissa 1 euro dans le distributeur, lequel, après un bruit d'apocalypse, lui livra une canette. Vous n'êtes pas accompagné de monsieur Méchin ? Méchin ? Oh non, le pauvre. Elle arracha la capsule en ajoutant pensive. Il est choupinet, dévoué, savonné, rincé, vacciné, mais faut reconnaître qu'il n'a pas inventé la marche arrière. Elle leva les yeux au ciel en cherchant l'inspiration, et le pire, c'est que pour se montrer si navrant, il a besoin de 9 heures de sommeil. Elle but puis grimaça. Oh, c'est si mauvais qu'on devrait en vendre en pharmacie. Elle me proposa d'avancer dans le couloir. As-tu une copine ? Pardon ? Je te demande si tu as une copine. En même temps, je sais que tu n'en as pas. Pourquoi ? Elle serait là. Nous sommes parvenus à la chambre. C'est dommage, prends une copine. Ok, ça ne me concerne pas. N'empêche, ça te plairait ? Oui. Il n'y a pas d'obstacle, hein. T'es pas plus moche qu'un autre. J'ai dégluti avec difficulté. Elle sent que sa phrase m'a blessé. Si, je maintiens, t'es pas plus moche qu'un autre. Regarde-moi. À ton âge, j'avais déniché un mec. Et pourtant, j'étais pas Miss Monde. Elle rabat une mèche rebelle. Ni Miss Belgique. Même pas Miss Charleroi. Miss rien du tout, voilà mon titre. C'est simple, on n'avait pas voulu de moi à 16 ans comme majorette, c'est pour dire. Je frémis. Elle enchaîne sur une inflexion victorieuse. Figure-toi que Méchin a épousé une Vénus. Si ? Les gens n'en reviennent pas lorsqu'ils les aperçoivent ensemble, hein. Moi non plus. Et ils ont fabriqué 3 enfants ensemble, 3 enfants magnifiques eux aussi. Comme quoi, tu vois, les aléas de l'hérédité. Je me cale dans le lit pendant qu'elle s'assoit. Es-tu bête, Augustin ? La question me méduse. Le juge Poitrenaud insiste. Voici comment le commissaire Terletti résume ton intervention. Tu nous as menés en bateau en nous indiquant la piste d'un Maccabée. Pourquoi, selon lui ? Parce que tu es un nigaud. Tu serais donc un ramolli du chapeau qui attire l'attention sur lui ? Elle rit. Ce cher Terletti. Il fournit toujours des explications carrées. Il doit avoir des méninges en angle droit. As-tu remarqué comme il est poilu ? Ça sort en touffe de son col de chemise et des poignets de son pull. Personnellement, ça me rend suspicieuse. Je considère pas ça comme rebutant, hein. C'est bouffé d'hormones mâles, peut-être même le contraire si tu me pousses. Mais je me méfie des théories baignées dans la testostérone. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Elle se lève et s'approche de la fenêtre battue de pluie qui filtre la lumière orangée des lampadaires. Tu sais, Augustin, les criminels, ils défilent devant moi toute la semaine. Le voyou qui crochette les voitures en plein jour, le dealer qui distribue sa cam sous les caméras de surveillance, la vendeuse qui porte les robes du magasin et les raccroche au cintre sans les laver, le gardien de nuit qui organise des fiestas sur son lieu de travail, le barman qui boit son fond, le routier qui se livre les caisses de marchandises, le facturier qui vire de l'argent de la société sur son compte, la femme de ménage
qui signe des chèques volés à ses patrons, l'adolescent qui braque les commerçants avec un pistolet à eau, les faux aveugles, les faux infirmes, les faux mendiants, et j'en passe. Aux yeux de la police ou de l'État, ce sont des délinquants pour moi. Ce sont d'abord des butors, nuls. Ils se font piquer dès leur premier vol. Et ils se créent un casier judiciaire pour 50 €, 100 €, des miettes. Ah, faut de l'astuce pour devenir un bon malfaisant. Eux, ils ont le quotient intellectuel d'une moule bouillie. En général, quand je les cuisine, je m'ennuie tellement que je finis par leur désigner ce qui aurait de l'allure. Les superbes embrouilles, les arnaques brillantes, les saloperies sophistiquées. Avec ça, au moins, vous obtiendrez mon respect. Ils m'écoutent la bouche ouverte. S'ils avaient le crâne meublé, je pourrais craindre qu'ils attrapent un courant d'air au cerveau, mais il n'y a pas de risque. La plupart des gens n'ont aucune idée de l'excellence. Ils ne raisonnent pas plus haut que leur pulsion. Misère des misères. Moi qui ai choisi ce métier pour aiguiser mon intelligence, voilà que je consacre mes journées à des limaçons. Juge d'instruction. Tu parles. Je tiens le bureau des primates. Regagnant sa chaise, elle cherche quelque chose au fond de son cartable. D'ailleurs, ils sont si cons que lorsque je leur explique qu'ils le sont, ils ne pigent pas. Elle extrait un bonbon d'un sachet. On peut les repérer à ça, les cons. Ils n'ont même pas le concept de con dans leur vocabulaire. Elle tend le paquet vers moi. T'en veux un? Ils sont sans sucre. Pas succulents, mais pas nocifs. Je les préfère à la violette. Non, merci. Es-tu benet? Réponds avec sincérité. Es-tu une tarte? Je baisse les yeux. Je me suis souvent posé la question. Ce qui dénote un zeste de discernement. Et j'ai conclu que j'avais de gros défauts. La naïveté, la paresse, la lenteur. Mais que j'étais pas abruti. Moins astucieux que certains, mais pas imbécile. C'est ce que je pense aussi. Il faudrait vraiment être très, très gogol pour faire ce que tu as fait en imaginant qu'on ne le découvrirait pas. Pardon? Prétendre que tu as vu un homme en sachant qu'il est mort, le décrire avec précision, fabriquer son portrait robot, sortir ses photos. Autant d'indices qui nous permettent de déduire qu'il n'existe plus, ton bonhomme. Elle lance le bonbon dans sa bouche et le promène d'une joue à l'autre. Je n'ai jamais compris pourquoi je raffole de ces saloperies. En même temps, c'est pareil avec la cigarette. À croire que je ne m'abonne qu'aux calamiteux. Tu te souviens, toi, de ta première clope? Oui. Comment t'avais trouvé ça? Infect. Et tu en es resté là. Tu n'as pas continué. Exact. C'est ce que je disais. Tu n'es pas sot. Elle s'assoit et se lamente. Pas buse comme moi, pas butée comme Terletti. Découragée, elle gobe un deuxième bonbon puis m'observe. Tu n'as pas menti, Augustin. Même un débile de chez débile ne commettrait pas cette bourde. Tu nous as dit la vérité, n'est-ce pas? Oui. Seulement, tu nous as pas dit toute la vérité. J'hésite. À force de partir dans plusieurs directions, de gigoter, de digresser, elle m'a décontenancé. En s'agrippant à moi, elle exerce une sorte de contrainte hypnotique. Vrai ou faux? J'hésite encore. Elle me frôle et murmure. Vrai? Vrai. Elle frémit de satisfaction. Veux-tu que je t'aide? À quoi? À parler. Je ne tiens pas à parler. Alors je vais t'aider. Ça se limitera à une seule phrase. Elle me considère. Vois-tu les morts, Augustin? La juge Poitrenaud penche sa tête vers son épaule droite, comme si elle me déchiffrait mieux. Après une pause, elle répète d'une voix maîtrisée, confiante, presque apaisante. Vois-tu les morts? Elle ne se moque pas de moi, elle me pose réellement la question, à l'instar de Karine durant mon enfance, et la question, elle se la pose aussi puisqu'elle réfléchit en attendant ma réponse. Je contemple son visage ovale, régulier, privé de traits précis, où les yeux paraissent des boutons ronds cousus sur une poupée de tissu.
Je n'y sens aucune hostilité. Près de mon lit, le lumignon projette sur nous une lumière douce, puis, au-delà d'un mètre, s'évanouit en laissant l'obscurité prospérer. Minuit a sonné et j'ai l'impression, au poids des ténèbres, à la profondeur du silence, que nous demeurons les seuls éveillés dans l'hôpital assoupi. Vois-tu les morts, Augustin? La question est là, palpitante entre nous, dans l'air. Vais-je dire la vérité? Certains morts sont moins morts que d'autres. Ils demeurent au milieu des vivants. Les vois-tu? Je pousse un soupir qui signifie du calme, discutons d'abord. Puis je me concentre sur les cuticules cernant mes ongles, éviter le regard de la juge, je me soustrais à son insistance. J'ai réfléchi, Madame Poitrenaud, et je suis arrivé à cette conclusion. La plupart des défunts ont disparu. Sinon, bonjour l'embouteillage. On ne pourrait plus lever le petit doigt sans chatouiller un fantôme. Rendez-vous compte, pour l'heure, nous sommes 8 milliards d'humains, mais si l'on ajoute ceux d'avant, ceux qui ont existé depuis 2 800 000 ans, on grimpe à une centaine de milliards sur un globe pas si grand que ça. J'arrache un bout de peau desséché à l'angle de mon pouce droit et j'ajoute: maintenant, j'ignore ce qu'ils sont devenus, tous ces morts. De la poussière, c'est le destin des morts. Leurs particules ont été recyclées en terre, en fleurs, en arbres, en animaux. Je suis persuadé qu'il y a des miettes de mort en nous. Je la fixe. S'imagine-t-elle à quel point elle a raison? Toutefois, je me plais à la contredire. Je crois qu'il déambule ailleurs. Ailleurs? La juge Poitrenaud croise les bras. Augustin, tu me prends pour une bille, hein? Tu me parles de mort que ni toi ni moi ne voyons, quel intérêt? L'invisible existe, non? Absolument. C'est justement pourquoi je t'interroge. Vois-tu des morts que moi, je ne vois pas? Oui, ceux qui sont moins morts. Elle époussette son pantalon, croise les jambes, les décroise, se racle la gorge, scrute la fenêtre, la porte, comme si elle cherchait une issue. « Va falloir que je me méfie », s'exclame-t-elle. « De moi? Non, de moi. Je suis volontiers crédule. » Assurée qu'on ne nous espionne pas, elle s'incline dans ma direction. « Raconte. » Au début, j'ai pas compris. Les gens me prêtaient aucune attention à certains êtres que je voyais. Des personnes parfois de taille standard, le plus souvent de format réduit. En quoi différaient-elles? Elles surprenaient. À leur convenance, elles apparaissaient, disparaissaient, sans être arrêtées par les murs, les cloisons et les étages. Elles n'entraient jamais par la porte, ni ne sortaient par la fenêtre. Elles surgissaient, ou se volatisaient en ignorant les obstacles. Chaque fois, elles survenaient pour escorter quelqu'un et se préoccupaient peu des présents, moi y compris. Si je leur adressais la parole, elles ne bronchaient pas. Au plus, elles m'envoyaient un regard du genre « De quoi te mêles-tu » Avec le recul, je me demande même si ce regard m'était adressé. Peut-être l'ai-je supposé. L'envie de développer ce point me chatouille, mais la curiosité avide de la juge Poitrenaud m'engage à continuer. Je reprends mon souffle. Le propre de ces personnes, c'est qu'elles se montrent plus expressives que nous. Leur physionomie arbore un sentiment, un seul, et l'irradie avec intensité. Un immense acteur n'atteint pas ce niveau de rayonnement. Leur figure projette tout. L'ennui, l'aigreur, la suspicion, la douleur, même l'indifférence. Dans mon école, une rousse, Isabelle, était toujours suivie par sa mère, en format réduit. Je ne saisissais pas pourquoi la mère collait sa fille, tant elle donnait l'impression de s'embêter. Lui parlait-elle? Elle tirait la gueule, rien d'autre. Le détachement absolu. As-tu échangé des réflexions sur ces apparitions avec tes proches? Oui. Oui, lorsque j'ai commencé à signaler ces personnes volatiles, je me suis rendu compte que les gens me boudaient. Ils s'étonnaient, marquaient de l'ennui si j'insistais, et finissaient par m'ordonner de me taire. Selon moi, qui respectais tant les adultes, ils feignaient de ne pas les voir. Et les enfants qui m'entouraient aussi. J'en avais conclu qu'on ne mentionnait pas certains êtres. Un code.
N'existe-t-il pas en Inde des intouchables? Des individus exclus des castes, dont la simple vue salit, dont l'ombre même corrompt ceux qui croisent leur chemin? Après avoir visionné un reportage sur ces parias, j'ai rebaptisé les personnes volatiles les innommables. Et quand as-tu compris? Qu'ils étaient des invisibles plutôt que des innommables? Qu'ils étaient morts. Un enterrement m'a éclairé. Le premier d'ailleurs le dernier auquel j'ai assisté. J'avais 6 ans et les services sociaux m'avaient confié aux Goulmiers, une famille d'accueil qui exploitait une ferme à Métais. Raoul, le frère aîné de Madame Goulmier, un homme que j'avais croisé plusieurs fois le dimanche à la maison, avait succombé, victime d'une crise cardiaque. Le jour de la cérémonie, Madame Goulmier, n'ayant personne pour garder ses 6 enfants pensionnaires, nous a emmenés aux funérailles de Raoul. Honnêtement, moi, je n'éprouvais pas grand-chose. Engourdi par l'odeur en dents caustiques qui émanait des bancs et des prie-dieu en chêne, j'ai rêvassé pendant la messe, j'ai bâillé lors des condoléances, et j'ai trébuché de fatigue derrière le corbillard qui remontait le village. Au cimetière, j'ai trouvé le spectacle intéressant et j'ai regardé le cercueil retenu par les cordes descendre dans la fosse. Plus captivé qu'ému, j'étais fasciné par l'aspect huilé du rituel. La famille rangée en file, les croque-morts efficaces et silencieux, le curé toujours capable d'improviser un sermon, la foule docile, l'unanimité du recueillement durant la prière, puis le ballet des hommages. Il ne restait que la famille proche parmi les tombes. Le fossoyeur avait comblé le trou, les employés des pompes funèbres disposaient gerbes et bouquets sur la terre battue, lorsque j'ai vu le défunt se glisser hors du sol, volter en tournoyant, puis, sans hésitation, se poser sur l'épaule de sa femme et de sa fille. Oui, il était là, Raoul, pas plus grand qu'un oiseau, je l'ai reconnu. J'ai crié, on s'est retourné vers moi, « Quelle mouche te pique ?» s'est exclamée Madame Goulmier. Rien, j'ai répondu, prudent. C'est normal, il est ému, a murmuré une cousine. Je fixai Raoul. Il occupait 2 épaules. Je précise bien 2 épaules. Celle de sa fille, celle de sa jeune épouse. Dédoublées. Avait-il d'autres enfants? 2 grands-fils d'un mariage antérieur qui se tenaient là aussi, en manteau noir devant leur mère. Raoul ne les a pas rejoints. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qui est bizarre? Le mort qui sort de terre, le mort qui se perche sur sa fille et sur sa seconde épouse, ou le mort qui ne se perche pas sur ses 2 fils et son ex-femme? Comme réveillée par ma question, la juge Poitrenaud secoue la tête. On dirait un chien qui s'ébroue pour évacuer tiges ou feuilles prises dans son pelage. Elle chasse les idées parasites. Par réflexe, elle fourrage dans son sac de bonbons. Tu en veux un? Non, merci. Tu as raison, ils sont vraiment dégueulasses, confirme-t-elle en s'en envoyant 2 dans la bouche. Soulagée, elle les écrase sous ses dents. Bon alors, comment expliques-tu ça? Le mort qui se ranime pour 2 personnes, puisqu'il est réapparu en double, pourquoi pas en quadruple? Pour ses enfants, à partir du moment où il renaît, pourquoi pas pour chacun? Les morts ne reviennent pas d'eux-mêmes, ce sont les vivants qui les rappellent. Pardon? Ce que je vais vous raconter, je l'ai résolu plus tard. Raoul avait épaulé ses fils jusqu'à l'âge adulte, il avait aiguillé leurs études, guidé leurs premiers pas professionnels. Ses fils avaient reçu ce qu'ils devaient recevoir d'un père. Ils avaient atteint la maturité, la liberté, l'autonomie. Malgré le chagrin, ils sauraient poursuivre leur chemin. Tandis que sa dernière fille de 8 ans, tandis que sa jeune épouse, elles avaient encore besoin de lui. Il ne leur avait pas consacré assez de temps. Les morts qui disparaissent ont tout donné. Ceux qui s'incrustent ont davantage promis que tenu. Ah, ils ont des dettes. Je ris. Les vivants s'estiment créanciers. Certains vivants n'en ont jamais fini avec leur mort. Touchée par cette remarque, elle se frotte le menton, songeuse.
Je conclus. Ce jour-là, j'ai obtenu la preuve que personne ne voyait Raoul. Car dans les yeux de la famille, j'ai cherché l'étonnement, la stupéfaction, le ravissement, l'inquiétude. En vain. Les regards ne se tournaient pas dans la bonne direction. Et si jamais ils l'empruntaient, ils ne s'y attardaient guère. J'étais donc le seul à percevoir Raoul. Cela t'a effrayé? Quoi? D'être seul. J'en avais déjà l'habitude. Spontanément, la juge Poitrenaud m'attrape l'avant-bras, émue par mon aveu, mais elle se reprend aussitôt et concentre sa compassion dans ses prunelles. Tu possèdes un don, Augustin. Un don qui ne sert à rien. Qui sait? Un don qui me fait passer pour un débile. Je ne pense pas ça. Ah bon, pas vous, parce que vous aussi, vous devez passer pour une débile. Elle sursaute. Son cou s'allonge tel celui d'une autruche scandalisée. Je baisse les paupières. Pardon, Madame Poitrenaud, je voulais pas vous insulter. Ah, tu as visé dans le mille. On me considère souvent comme une idiote. Elle s'esclaffe. Ça m'a beaucoup servi d'ailleurs. Ah bon? On ne se méfie pas de moi. Puisqu'ils me prennent pour une bécasse, les criminels se contredisent facilement en ma présence. Leurs avocats multiplient les lapsus. Tout le monde se laisse aller. Mes collègues, elle s'arrête. Stop, on ne parle pas de moi ici. Elle me fixe avec sévérité, comme si j'étais coupable de sa digression, et je reprends. Je vous signale qu'on ne parle pas de moi non plus. Exact. Nous parlons de ton don. Dis-moi, ceux qui portent un disparu à leur côté s'en rendent-ils compte? Je n'ai jamais réfléchi aux apparitions de cette façon, avec des catégories claires et tranchées. Je suis obligé d'assembler les images, les impressions, les détails accumulés des années dans une poche de silence. Certains l'ignorent. Ce sont les vivants les plus mornes et les plus fermés, les vivants les moins vivants. Alors ils n'ont pas conscience de leurs problèmes? C'est juste, ils ne voient pas le disparu, ils voient à travers. Donc ils se trompent en permanence. J'ai connu une institutrice comme ça, Mademoiselle Beaumatin. Elle avait perdu son fiancé dans un accident de moto. Moi, je le voyais bien, feu son fiancé. Il apparaissait au tableau ou derrière sa chaise dès qu'elle se taisait. Un très bel homme, blond, aux yeux verts. J'adorais les contempler. Ils formaient un couple splendide. Tu le voyais, mais elle pas. Pendant qu'elle surveillait nos devoirs sur table depuis son bureau, il essayait de communiquer avec elle, de la caresser, de l'attirer. Pas moyen. Elle demeurait lèvres pincées, livide, les mâchoires serrées. Quand un nouveau professeur de gymnastique, jeune, décontracté, est venu nous entraîner, le fiancé blond s'est précipité vers lui, l'a désigné pour le lui recommander. Elle lui a pas adressé un coup d'œil. Même chose avec le fournisseur de goûter. Les après-midi, à l'évidence, l'apprenti boulanger en pinçait pour elle. Et le fiancé blond le fêtait. Histoire d'encourager Mademoiselle Beaumatin, elle lui a jamais prêté la moindre attention. J'ai appris récemment qu'elle s'est engloutie dans l'hétéromanie et que le ministère de l'Éducation l'avait affectée à l'enseignement à distance. Quoi? Elle se shoot à l'éther? Ouais, la drogue des demoiselles. Respectable, hein, pas cher, pas de dealer, suffit d'aller chez un pharmacien. Ouais, en revanche, qu'est-ce que ça pue? Et alors? Les gens croient que vous souffrez d'une maladie, ce qui est le cas. Ouais. Mademoiselle Beaumatin n'a jamais pris conscience du poids de son mort dans sa vie. Je pense même qu'elle le connaissait mal. Parce que moi qui avais étudié le fiancé, j'avais remarqué qu'il souhaitait qu'elle s'épanouisse, qu'elle refasse sa vie, qu'un homme lui succède. Mais je vous rassure, Madame Poitrenaud, la plupart des vivants qui sont accompagnés de morts les voient. Eh ben, t'imagines pas à quel point tu me rassures, rétorque-t-elle avec une mimique ironique. Nous rions ensemble. J'ai vu des morts qui discutaient abondamment avec ceux qui le suivaient. Mustapha Badawi, par exemple, le père du kamikaze. Alors, décris-moi la scène. Je crois qu'Ossine ne serait
se serait abstenu si son mort ne l'avait pas harcelé. Tu as entendu ce qu'il lui disait? Pas un mot. De toute façon, il devait s'exprimer en arabe. Les défunts ne s'améliorent pas, hein, ils ne deviennent pas polyglottes après leur trépas. Il me semble qu'il convainquait son fils d'aller jusqu'à la place Charles II, qu'il l'encourageait à commettre son crime. Les morts ont-ils un pouvoir sur les vivants? Les morts ont le pouvoir que les vivants leur laissent. Merci, David Sardou. Éric Emmanuel, belle lecture. Oui, bravo. Je suis très heureux que David soit venu lire parce que on a commencé une histoire de théâtre ensemble avec David il y a plusieurs années. Il est venu jouer au théâtre Rive Gauche, le théâtre que je dirige à Paris. Il est venu jouer L'Affrontement avec Francis Huster dans une mise en scène de Steve Suissa. C'était entre guillemets la première fois, comme on dit au théâtre, qu'il passait au-dessus du titre. C'est-à-dire qu'il était rôle principal à égalité avec Francis Huster, ce qui lui a valu un Molière. Donc c'est une aventure très heureuse. Et puis ensuite, on ne s'est pas quitté. David a joué pendant, finalement, sur 2 ans, Georges et Georges, une comédie hommage à Feydeau que j'avais écrite, avec une troupe de comédiens de son âge, tous aussi extraordinaires que les uns que les autres, et aussi extraordinaires que lui. Et puis, l'histoire n'est pas finie, puisqu'à partir de janvier, David Sardou viendra jouer une de mes pièces au Théâtre Rive Gauche, L'Hôtel des Deux Mondes. Et donc, voilà, on a une aventure théâtrale qui se croise, et quand vous l'avez entendu lire, vous avez dû comprendre pourquoi. Venons-en à cet homme qui voyait à travers les visages. Alors, je vous signale qu'on va être très gentil. Karine est extrêmement fatiguée, voire malade. Donc, je lui dis, excuse-moi, mais moi, je vais me lever parce que j'ai besoin de voir les gens auxquels je parle. Et elle, si elle ne se lève pas, c'est que vraiment, elle est à bout de force. Elle a un peu de mal ce soir. Toute son intelligence est là, mais pas ses jambes. Mais l'intelligence, elle est au ras du sol aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je reste le plus près possible de mes genoux. Merci, Éric. Il y a dans ce livre, on a pu l'entendre, quelque chose du conte, à travers ces petits bonshommes qu'on imagine, à côté voilà, derrière le dos, les oreilles, etc. Mais au fond, on l'a saisi, c'est une vraie réflexion sur le vivant, le mort, oui. Le personnage de fiction aussi, qui est réel ou pas réel, l'auteur qui devient un personnage de fiction. C'est un livre sur les frontières. Oui, bien sûr. Je crois que c'est un livre qui efface beaucoup de frontières. Effectivement, c'est un roman, je dirais peut-être à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un roman réaliste avec une situation qui est celle de notre quotidien où des violences arrivent, en l'occurrence la violence terroriste, avec un personnage qui est un peu en marge de la société, mais qui va essayer de mener l'enquête, en plus avec aucun préjugé. Et puis il y a un deuxième niveau du roman qui est un roman, je dirais, fantastique, c'est-à-dire c'est les éléments qui commençaient à nous être livrés ici, à savoir que Augustin voit les morts autour des vivants, c'est-à-dire il voit le passé qui pèse sur les vivants, il voit le poids du passé qui est sur nous. Alors la dernière phrase qu'il a prononcée, c'est « Le passé n'a que le poids que les vivants lui donnent ». Mais ça, c'est peut-être le résultat une fois qu'on a pu se libérer de son passé. Donc, à ce niveau, qui est presque un niveau d'ordre fantastique, mais en fait, c'est une image, c'est une métaphore pour essayer de comprendre les êtres. Voilà, il va rencontrer des êtres complètement conditionnés par leur passé, sous l'emprise de leur passé,
et donc des êtres qui, au fond, ne sont plus libres. Et puis il va rencontrer des êtres qui discutent avec leur passé. Et du coup, eux sont en voie de libération, et même, ils peuvent être inspirés par les personnages de leur passé. Parce qu'on a tous des êtres de notre passé qui, soit qui nous inspirent, qui nous soufflent des comportements, soit même on fait des choses pour eux, pour continuer à les satisfaire ou à les éblouir, ou parfois même on vit pour eux, parce qu'on ne supporte pas qu'ils soient partis, et on adresse continuellement nos pensées à certains de nos morts. Donc Augustin, lui, voit tout ça. Tout le long du roman, on se demande s'il y a des êtres qui peuvent ne pas avoir de mort autour d'eux. Et ça, je ne donne pas la réponse, parce qu'il faut aller jusqu'à la fin du livre. Mais donc ça, c'est toute la question de la liberté de la personne. Est-ce que nous sommes libres ou est-ce que nous sommes déterminés? Est-ce que la société, la famille, le passé, le passé, la société, la famille, les êtres que nous avons rencontrés, la religion, les endoctrinements, l'idéologie, est-ce que tout cela pèse tellement sur nous que nous ne sommes pas libres, ou est-ce que nous pouvons avoir un rapport de libération, de liberté avec ce passé? Donc ça, c'est le deuxième niveau du roman, c'est le niveau, je dirais, fantastique. Et puis derrière, ou plutôt à l'arrivée, il y a un roman philosophique, qui est une enquête sur l'origine de la violence. Parce que c'est une violence qui ouvre le livre, c'est-à-dire cet attentat, et Augustin va être pris à partie par tout le monde, d'abord par la police. Alors la police, elle mène une enquête de type sociologique, c'est-à-dire l'origine des gens, l'origine sociale, l'origine ethnique, l'origine religieuse. Elle cherche avec ces critères-là. Mais on a la juge Poitrenaud qui, elle, va prendre Augustin et va lui dire « Mène l'enquête que je ne peux pas demander à la police, mène l'enquête sur Dieu. » Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça fait des siècles que des êtres tuent au nom de Dieu. C'est pas récent. Aujourd'hui, on crie à la Akbar, mais on a crié d'autres choses avant. Depuis des siècles, des génocides, des meurtres, des suicides destructeurs pour les autres, pas seulement pour soi, ont lieu, et c'est toujours au nom de Dieu. Et donc la juge Poitrenaud dit, au fond, les kamikazes sont clairs, les assassins sont clairs, ils dénoncent le coupable à chaque instant. Alors enquête sur Dieu. Est-ce que ce n'est pas Dieu, l'auteur du mal et à l'origine du mal? Et donc ça va être ça, l'enquête que va mener Augustin. Voir si, de toute façon, les religions génèrent de la violence ou pas, et voir surtout si Dieu est violent ou pas. Et c'est là que vous intervenez dans le livre et qu'on en apprend d'ailleurs de belles sur vous. Notamment, vous irez voir page 258, vous êtes très chevronné en matière de drogue à trans, on va dire, de liane amère, de l'ayahuasca, la liane des morts, le jus mystique. Ça n'est que de la recherche, ça n'est que de la recherche littéraire, hein. C'est ce que tu m'as dit. Pourquoi est-ce que vous cherchez à le protéger comme ça? Non, on va vous mettre en accusation, vous aussi, comme Dieu, puisqu'au fond, vous êtes Dieu dans le livre, l'écrivain, mais l'écrivain est omniscient et non, omnipotent. dans le livre, je dis que Dieu est écrivain, mais moi, je ne prétends pas du tout être Dieu, puisque une fois qu'il m'aura rencontré, Augustin va, comme ça ne lui suffit pas, ce que je lui raconte, et je comprends bien, il va essayer de rencontrer Dieu lui-même. Mais je ne suis pas en train de parler... Vous voyez comme vous brouillez les choses, parce que je ne suis pas en train de parler de vous en tant que personnage. Les frontières sont abolies dans ce livre. Ah oui, mais il ne faut pas en dire trop. Il ne faut pas en dire trop, parce que vous allez dévoiler... Mais je parle de vous en tant qu'auteur. L'auteur, il est Dieu dans son livre. C'est vous qui choisissez l'histoire. Ça, on dit toujours ça, l'auteur est Dieu dans son livre, et moi je vis toujours exactement le contraire. C'est vrai? Mais non, j'écoute les personnages, c'est eux qui me dictent leurs phrases, leurs comportements. J'ai pas du tout l'impression d'être un auteur-créateur, j'ai l'impression d'être un scribe. Donc véritablement, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus loin de l'expérience de la toute-puissance que l'expérience artistique. C'est plutôt une expérience de soumission, exactement comme un acteur, je pense. Au service d'un texte. Voilà, un acteur se met au service d'un texte, au service d'un personnage, et le laisse advenir en lui.
Il n'y a pas du tout d'emprise. Enfin, vraiment, c'est un beau crétin et qui n'est pas artiste, celui qui croit qu'en écrivant, il devient Dieu. Ça, je vous laisse... vous ne donnerez pas d'exemple. Justement, vous parlez des personnages qui vous mènent. Il y en a un, justement, dans ce livre qui s'appelle Éric Emmanuel Schmitt. Ouais. Comment la nécessité de son arrivée dans le livre s'est faite pour vous? Alors, je ne peux pas entièrement répondre, puisqu'il faut aller jusqu'à la fin du livre, et je ne vais pas vous dévoiler les surprises qu'il y a. À la fin du livre, vous comprendrez très bien pourquoi cet Éric Emmanuel Schmitt arrive dans le livre. Mais dans la logique du livre, de quoi s'agit-il? Augustin, donc voulant mener cette enquête sur les religions, sur le rôle des religions, est-ce que les religions humanisent les hommes ou est-ce que les religions déshumanisent les hommes? Est-ce que les religions provoquent de l'harmonie ou est-ce que les religions provoquent de la violence? Et lui, il se dit, tiens, il demande à son patron de journal d'aller interviewer un auteur qui a réfléchit un peu sur ces questions-là, et puisqu'il a un regard humaniste sur les religions, il s'est intéressé à plusieurs religions, et donc il décide d'aller voir Éric Emmanuel Schmitt. Évidemment, son rédacteur en chef ne sait pas qui c'est, parce que tous les rédacteurs en chef sont analphabètes, mais le petit Augustin va essayer de me rencontrer, voilà, et il me rencontre. Et j'avais très très peur de ce moment-là dans le livre, parce que je voyais les pièges. Et en fait, ça a été très facile à écrire parce qu'en fait, c'est Augustin qui raconte. Donc, c'est Éric Emmanuel Schmitt vu par Augustin, qui a un regard plutôt bienveillant. Alors finalement, ça a été très facile et je vous assure que quand j'écrivais Schmitt, c'était un personnage. Alors, ce personnage, tout ce qu'il dit, je pourrais le dire, parce que, évidemment, j'ai fait... Mais... pour moi, il était un des personnages au milieu du roman. Ça m'a d'ailleurs assez amusé de me retrouver dans un de mes romans comme personnage. Alors, il arrive avec ses chiens, Éric Emmanuel Schmitt, dans le livre, donc on sent qu'il y a quand même une espèce de parrainage, enfin d'aide affective qui vous permet d'entrer dans le livre. Oui, c'est ça. Mes chiens, c'est mon passeport, c'est ma carte d'identité affective. C'est-à-dire, c'est vrai que je vis entouré de chiens. Mais voilà, mes chiens, ils sont comme les doigts de ma main, ils sont tout le temps autour, enfin sauf ici, ils sont tout le temps autour de moi. Je chuchote, moi, à mes chiens. De toute façon, ils sont tous nés dans la maison, donc je vous dis, c'est les doigts de ma main. Voilà. Alors donc, vous dites que c'est une chose assez naturelle, et pour autant, il y a ce personnage qui est Éric Emmanuel Schmitt, que vous avez saisi à travers les yeux d'un autre personnage, puisque c'est Augustin qui regarde Éric Emmanuel Schmitt. C'est quand même pas si évident, cette mise en abîme. Ça ne vous a pas collé des migraines terribles? De toute façon, quand on est romancier, surtout quand on est à peu près à son 40e texte comme ça, si je compte les pièces que j'ai écrites, on est déjà complètement déglingué, c'est pas un problème. Je veux dire, plus rien ne me surprend dans ce qui me passe par l'esprit. Je suis habitué à suivre les folies les plus grandes pendant des mois. Non, bien sûr. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Est-ce que tu as eu une certaine pudeur en t'écrivant, en te décrivant? Est-ce que tu t'es dit, ah non, je peux pas dire ça de moi, ou je peux pas aller jusqu'à décrire ça de chez moi, ou de l'amour que je porte à mes animaux, ou des choses comme ça? Est-ce que tu t'es censuré en parlant de toi? Non, je pense pas m'être censuré. Je me suis montré tel que je pouvais apparaître, en tout cas aux yeux d'Augustin, y compris avec ce qui pourrait paraître ridicule. C'est ça, moi, ce qui m'a beaucoup plu en lisant le livre, c'est que moi, j'aime la dérision, j'aime le côté... c'est une mise en abîme, comme vous le dites, mais c'est quand même fait avec beaucoup d'humour. Il y a pas quelque chose de prétentieux derrière ça, et c'est ça qui est assez agréable, je dois dire, avec le personnage. C'est qu'on sent qu'il y a une certaine dérision de l'auteur vis-à-vis de qui il est, de ce qu'il représente dans le monde littéraire ou dans la société. Il y a une juste distance. Oui, je me suis pas fait une statue. Non, c'est juste un personnage qui arrive, qui doit me correspondre. Et en plus, moi, vous savez, j'ai jamais su si je m'aimais ou si je m'aimais pas. Je m'en fous. Je suis moi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme disait Victor Hugo, je suis une force qui va. Moi, je vis comme ça. Je suis une force qui va. Ça m'intéresse même pas de me connaître. D'ailleurs, j'aurais peur, si je me connaissais vraiment, d'arrêter d'écrire. Parce que je pense que si je me connaissais, je romprais ce déséquilibre ou cet équilibre qui me rend créateur. Donc je n'ai pas du tout envie de me connaître. Donc je ne sais même pas ce que je pense de moi.
Je ne sais pas qui c'est. Vous Si le j'écris dites, autant de livres, c'est bien parce que je ne sais pas qui je suis et que ça ne m'intéresse pas. Je préfère savoir qui sont les autres. Et puis d'ailleurs, on va arrêter de vous poser la question parce que vous dites dans le livre, justifier d'être celui que je suis m'a toujours ulcéré. Donc, là, on va enchaîner. Il y a une très jolie scène Non, de mais rencontre. vous connaissez tout ça. C'est pour les autres que vous êtes quelqu'un. Pour vous-même, vous n'êtes pas quelqu'un. Vous êtes divers, vous êtes multiples, vous êtes infinis, vous avez des zones d'ombre, vous avez des failles. C'est pour les autres qu'on est quelqu'un. Je ne sais pas si vous souhaiterez qu'on parle de la question des frontières entre les personnages imaginaires et les personnages réels dans le panthéon qui est le vôtre. En l'occurrence, donc on ne va pas aborder cette question. En l'occurrence, vous posez une question dans le livre, page 238, qui écrit quand j'écris et qui agit quand j'agis. On est sur des questions qui sont fondamentales dans ce livre. Et quelle réponse y apportez-vous? C'est un livre sur l'écriture aussi. Bon, alors, c'est très difficile de répondre parce que ça risquerait de dévoiler une partie des suspens du livre. Mais c'est vrai que c'est la question lancinante dans ce livre, c'est qui agit quand j'agis? Qu'est-ce qui agit en moi? Est-ce que c'est bien moi? Est-ce que je suis conditionné par le passé, par la société, par une rancœur, etc. Et doublé de la question, qui écrit quand j'écris? Qui écrit, par exemple, quand Dieu écrit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran? Qui écrit le livre que vous êtes en train de lire? Voilà, c'est des questions qui traversent le livre, mais je ne veux pas trop m'engager dans les réponses parce que là, je pourrais dévoiler une partie du plaisir que vous pourriez avoir à le faire. En tout cas, peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est de se trouver, c'est ce que fait Augustin, c'est-à-dire c'est de poser cette question à Dieu. Qu'est-ce que vous écrivez et qui écrit en vous quand vous écrivez? D'abord parce qu'il voit Dieu, il lui dit pourquoi vous prenez toujours des nègres? Et Dieu lui dit non, je ne prends pas des nègres, je prends des prophètes. Mais alors, est-ce que vos prophètes sont fiables? Comment ils reçoivent votre pensée? Comment ça s'écrit, la Bible, le Coran? Et Dieu va apporter des réponses à ça. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que la première question d'Augustin à Dieu, c'est pourquoi vous avez attendu si longtemps pour écrire? Parce que c'est vrai que si on pense que l'Ancien Testament, c'est quand même dans l'histoire des hommes, c'est assez récent. Hein? Donc pourquoi une carrière littéraire si tardive et au fond si brève? Hein? Parce que ça fait longtemps quand même qu'il ne nous a pas écrit une nouvelle religion. Il a eu le Goncourt trop tôt, ça doit être pour ça. Ouais, c'est ça, ça tue. Ça tue, hein. C'est drôle parce que ce livre, c'est un peu comme un thriller. Il est très compliqué d'en parler sans dévoiler des choses. Oui. Donc c'est effectivement pas très simple. Je voulais quand même vous demander, ce personnage d'Augustin qui est un être sans famille, déraciné, éthique au sens sans H, au sens d'une grande maigreur. Vous l'avez donc dans des manques, dans des grandes carences à tous les niveaux. Pourquoi avez-vous eu besoin de planter un personnage principal qui a tant besoin d'être rempli? Parce qu'il est un immense point d'interrogation. Augustin, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre, qui n'a pas de rancœur, alors qu'il aurait un passé, ou plutôt qu'il est dans l'ignorance telle de son passé qu'il pourrait nourrir des rancœurs et foncer dans des démarches identitaires. Pas du tout. Il ressemble en fait aux héros de certains autres de mes livres, qui sont généralement les enfants. Les enfants que j'ai pu représenter dans Oscar ou la Dame Rose, ou dans L'Enfant de Noé. C'est-à-dire ce que j'appelle les héros philosophiques. C'est-à-dire des êtres qui s'étonnent et qui posent des questions et qui cherchent à comprendre avec leur esprit ce qui se passe et qui ne se contentent pas de réponses toutes faites. Ces héros philosophiques, c'est un innocent. C'est presque un personnage proche de certains personnages de Dostoïevski. C'est un innocent. Et donc c'est une question sur pattes. Donc c'est peut-être pour ça que je l'ai décrit aussi famélique et en même temps aussi pur, car vraiment il aurait toutes les raisons d'être haineux et il n'y a pas une trace de haine en lui. Quand vous utilisez le dialogue, Éric Emmanuel Schmitt, on ne sait jamais si vous êtes... Enfin, vous utilisez le dialogue comme vous pourriez le faire comme dramaturge, comme romancier, et là, c'est vraiment comme philosophe. J'ai trouvé beaucoup de choses très platoniciennes
dans votre façon de dérouler le livre. Est-ce que c'est une piste? Oh, il n'y a pas que Platon comme piste. Non, il y a... Et dans le dialogue, quand même. Dans le dialogue? Entre Éric Emmanuel Schmitt et Augustin? Non, le dialogue... Oula, je suis désolé, le prof de fac va revenir. De temps en temps, je fais appel à lui. Parce que j'ai écrit là-dessus des choses sur le dialogue dans ma thèse. Le dialogue platonicien, c'est un dialogue qui suppose que la vérité existe et qu'on va la découvrir. C'est un dialogue qui dévoile. Oui. L'antithèse, c'est le dialogue diderotien, où il n'y a pas de vérité, mais on va essayer de la produire en discutant. Alors, en fait, mon dialogue est plus diderotien que platonicien. Vous voyez, c'est par le dialogue qu'on va essayer d'élaborer une pensée, de voir ce qu'il peut y avoir de commun entre des êtres aussi différents, voir s'il y a des propositions sur lesquelles on peut s'entendre. Voilà. Mais moi, mon dialogue se double du fait que je propose quelque chose au lecteur. C'est-à-dire que moi, mes personnages disent rarement la vérité. La vérité, c'est ce que vous devez induire du livre ou déduire du livre. C'est-à-dire que moi, j'ai un dialogue qui est encore dit, excusez-moi, alors du coup, vous m'avez posé une question savante, je vais répondre de manière savante. C'est-à-dire que moi, mon dialogue, c'est un dialogue à 3 personnes. C'est-à-dire il y a 2 personnes qui essayent de produire la vérité, mais en fait, je ne dirai pas tout parce que la vérité, ça doit être la réflexion qui est en vous et qui va naître de ce dialogue. Donc c'est un dialogue à 3. Et c'est aussi quand on a terminé ce roman qu'on comprend le titre et la couverture. Donc finalement, on a fait une rencontre avec beaucoup plus de questions que de réponses. Oui, mais peut-être en même temps des éléments de réponse pour lire notre temps ou lire le temps passé. C'est-à-dire que quand les personnages réfléchissent sur justement les religions et les textes sacrés, enfin, quand Dieu va expliquer ce qu'il a voulu écrire, il prend Augustin totalement de court en lui disant « Oui, bien sûr, tous mes textes sont contradictoires. Dans l'Ancien Testament, il y a des appels à la violence terribles. Et puis en même temps, il y a des pages qui vous élèvent. Dans le Nouveau Testament, bon, les évangiles, c'est sans violence et c'est objectivement quatre textes contre la violence. Mais dans le corpus du Nouveau Testament, il y a l'Apocalypse qui finit et qui est un texte d'une violence hallucinante et hallucinée. Et puis dans le Coran, vous avez aussi des textes qui vont vous pacifier, vous harmoniser, vous pousser vers les autres, vous amener à plus de sagesse. Et puis vous lisez la sourate de la vache et vous avez des appels au meurtre pour l'infidèle, pour le chrétien, pour le juif, pour celui qui ne pense pas comme vous, pour celui qui est athée, c'est encore pire, etc. Donc dans tous ces textes-là, il y a des injonctions complètement contradictoires et disparates. Et donc Augustin reproche à Dieu d'avoir écrit des travaux. Et Dieu lui dit, mais vous n'avez vraiment rien compris. Je ne vous incite pas à obéir, je vous incite à réfléchir. C'est-à-dire que ces textes doivent, chez vous, provoquer une réflexion, un commentaire critique, une délibération. C'est la lecture qui fait le texte. Hein, le même texte peut, chez un esprit, provoquer de la sagesse et de l'humanisme, et chez un autre, provoquer un surcroît de violence. Le même texte, c'est la façon dont on le lit qui fait en partie sa valeur. Je me suis permis l'autre jour à l'émission de François Bunel de raconter une blague juive que m'avait raconté un rabbin la semaine dernière quand je faisais un échange sur le livre avec lui, qui résume de façon assez drôle cette histoire juive, ce que je suis en train de vous dire de façon un tout petit peu plus savante. C'est l'histoire donc d'un juif qui va à la synagogue le jour du Shabbat, et puis il se rend compte qu'il a sur lui un billet de 500 €. Alors il se dit non, je ne peux pas rentrer à la synagogue avec 500 €. Donc il va juste à la bibliothèque qui est à côté de la synagogue et il décide de cacher son billet de 500 € dans un livre. Il ne choisit pas n'importe quel livre, il prend la Bible. Et il ouvre la Bible et à la page qui commence par « Tu ne voleras point », il glisse son billet de 500 €. Il le range, il va à la cérémonie et puis il revient pour reprendre son billet de 500 €. Il retire le livre, il ouvre, le billet de 500 € a disparu. Mais il y a 250 € qui sont posés à la page qui commence par « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Merci Eric Emmanuel Schmitt. Je crois qu'il est temps maintenant de vous laisser aller signer pour les dédicaces qui seront juste à côté, avant que le compte à rebours de l'extinction des feux ne se fasse. Alors, voilà, donc ça sera la dédicace Salmienville pour qu'il y ait plus de temps avant l'extinction des feux pour le spectacle. On va vous y conduire. Merci à tous de votre attention. Merci Eric Emmanuel Schmitt et merci David Sardou pour cette lecture de L'homme qui voyait à travers les visages, publié aux éditions Albin Michel. Eric Emmanuel, je vous ai pas enquiquiné, mais on est heureux de vous savoir au concours. Merci à tous.